sais, quand j'étais à l'école, à l'université, c'était quand même, tu sais, tu prends un job safe, tu sais, dans le monde corporate et c'est ça la belle vie, tu sais. Ouais, Donc, ouais. tu travailles quelque part pour exceller, mais tu sais, partir quelque chose et tu le connais, c'est quoi? Tu sais, comme, il n'y a pas de playbook, là. Tu sais, personne ne te dit, OK, voici exactement les étapes à suivre. Tu sais, donc, tu dois le faire un peu comme je dis, un peu un acte de rébellion. Tu sais. I guess you pogné pour le do it. I guess t'es pogné pour m'écouter now. On est pogné dans un two-way. Moi pis toi right, j'suis premier à en douter toi. What's up, folks? C'est François Antinado. Bienvenue sur Ça se passe, le podcast où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pas game de vous abonner ou nous laisser un review. On publie ça gratuitement. Tout ce que ça vous coûte, c'est un review. Prenez 2 minutes, ça nous motive big time. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec des founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saaspace.com, bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire. On est au-dessus de 220 startups. Vous pouvez modifier le profil existant, il y a un bouton mauve pour ça. Le prochain événement Ça se passe aura lieu la semaine prochaine, jeudi le 19 octobre, à Québec, dans les bureaux de Equisoft. On va jaser fusion et acquisition SaaS avec François Levasseur. Il reste 7 billets dispo au moment où j'enregistre ça. Donc ça part vite, réservez les vôtres sur Eventbrite, bannière de notre site ou en show notes. Ok, la job du mois, ça se passe. Pour octobre, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipe peuvent vivre dans l'app, courriel, chat, SMS, DMs et plus encore. Missive sont à la recherche d'une personne senior en programmation back-end ou full stack. C'est une petite équipe de produits élite dans une compagnie hyper profitable avec une forte croissance. On a utilisé Missive chez Snipcart et on continue de l'utiliser dans notre agence Grip aujourd'hui. C'est de la bombe comme produit et comme poste à combler, donc sautez là-dessus. Si vous avez le profil ou vous connaissez quelqu'un qui a le profil, cliquez sur le lien Job du mois dans les show notes ou allez sur saspace.com/lajobdumois sans tirer. Vous allez y trouver aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Raphaël Masson, cofondateur et CTO. Si vous voulez commanditer une des prochaines jobs du mois, écrivez-nous à bonjourhi@saspace.com ou glissez dans mes DMs LinkedIn. Ok, segment produit service SaaS. Et pour octobre, le partenaire en spotlight, c'est Jameo, une plateforme de design et livraison de vêtements d'équipe hyper personnalisée. Très stoked d'avoir le support de Jameo, je suis moi-même un client satisfait. Toutes les hoodies, ça se passe viennent de là. Ils sont beaux, confos, l'expérience de design, d'accompagnement puis de livraison, tout a été seamless. Jameo offre une gamme de produits éthiques variés, qui sont tous carboneutres, donc des hoodies, polars, tucs, t-shirts, name it. Ça vient aussi avec un service de design gratuit, donc vraiment une expérience clé en main. L'équipe de Jameo offre un rabais de 200$ sur une première commande à tous les auditeurs Ça se passe. Juste à entrer le code promo Ça se passe dans le checkout, SAASPASSE. L'offre expire le 6 novembre, mais si vous commandez avant le 20 octobre, ils ont une garantie que ça va être livré avant Noël, ça fait un foutu beau cadeau d'équipe. Check it out sur jameo.com/fr, jameo.com/fr. Aussi, le cofondateur Benoît Quimper et moi, on parle de la compagnie, des produits, de l'offre promotionnelle puis de plus encore dans un petit chat vidéo qui est dispo sur saspace.com/jameo ou sur notre YouTube et en show notes. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec Nectarios Economakis, partenaire chez Amiral Ventures, une firme VC de Montréal. On discute de son parcours entrepreneurial dans la scène tech de Montréal, qui passe de Google à The P&R, qui était une firme de consulting réputée, jusqu'à Amiral Ventures aujourd'hui. On va toucher sur un paquet de trucs, dont les cycles de croissance et d'investissement dans une startup, les green et red flags dans une décision d'investir en SaaS, la notion de deal flow en VC, le hype crypto, qui est maintenant plus AI, la communauté tech de Montréal, le podcasting. Puis Nectar nous partage aussi son crush compagnie founder du moment. Alright, on passe au show. Let's go! Nectarios Economakis, est-ce que je l'ai bien prononcé? Super, super, bien fait. Merci, man. C'est ma seule job de hôte, réussir ça. Comment ça va, Nectar? Ça va super bien, en fait. Ça va très, très bien. Là. Nice. Ben écoute, bienvenue sur Ça se passe. Puis
C'est un plaisir pour moi de te recevoir parce que j'ai eu l'honneur d'être reçu sur ton podcast il y a quelques années, The PNR Podcast, right? Exact, exact. Est-ce que c'était ton premier podcast que tu avais déjà fait quand tu étais chez... Bonne question, dude. Ça se pourrait. Ça a été long dans ma carrière chez Snipcart avant que je me déjoigne pour aller prendre la parole publiquement au nom de la compagnie et tout ça. Mais je me rappelle qu'on était un peu plus dans l'époque crypto. C'était une drôle d'époque. Effectivement, là, j'avais vraiment aimé notre conversation là, sur mon podcast. C'était Kevin Bélanger qui les avait mis en contact. Et Oui, c'est vrai. évidemment, tu sais, on a parlé beaucoup de Snipcart. Tu sais. Et je Oui. sais par la suite, on s'est vu en personne quelquefois parler de crypto et la fin du monde par la suite, qu'on sait qu'est-ce qui se passait. Mais c'était vraiment cool de parler de ta business, ce que tu avais fait. Là. Ouais. Ben, man, c'est. Bon, j'aime ça en parler. Fait que c'était le fun pour moi aussi. Je vais le dropper dans les show notes, je pense. Puis c'est une bonne chose que tu fasses un shout-out à Kevin Bélanger parce que, tu sais, ma mère dit souvent qu'on est fort de son réseau. Puis, tu sais, grâce à toi, par exemple, j'ai connu Isaac. Isaac qui est venu, Soane, qui est venu sur le podcast lui aussi. Ça a fait un super bon show. Tu sais, c'est toujours un lien qui en crée un autre. Puis, je suis vraiment content de ça. Alright, man. Toi, en 5, un recap là, super rapide, là, c'est qui Nectar? Ton parcours professionnel, ça ressemble à quoi? Oh wow. OK, 5 minutes rapides. Donc, j'ai commencé ma carrière dans le monde du marketing numérique, là. Tu sais, donc, au Yes. début des années 2000, tu sais, ça s'appelait même pas le marketing numérique, c'était comme interactif, là. Genre OK. 2003, 2004, là. Tu sais, je faisais du SEM, du SEO, c'était même avant Facebook. Et c'était facile de progresser rapidement dans ta carrière parce que c'était tout nouveau, tu sais, donc ça venait d'exister, ou d'être Ouais. lancé. Et j'ai eu du fun, j'avais monté des équipes dans différentes agences, des boîtes de pub. Par la suite, en 2010, j'ai commencé une job chez Google à Montréal, donc Mhm. côté développement des affaires. Donc, j'étais un geek en Excel, super, super bon en Excel, tu sais, être plus bon en PowerPoint, tu sais, mettre un veston et aller faire de la vente. Là. Et ben, en même temps, c'était Google. Là, tu sais, donc, j'ai voyagé le monde, j'ai eu super le fun. J'ai fait quelques investissements d'ange. Et OK. c'était une façon d'apprendre, là, tu sais, un peu Ouais. être ange investisseur. Et, tu sais, mais je n'étais pas, tu sais, j'étais pas fortuné. Tu sais, pour moi, c'était moi. J'ai donné une partie de mon salaire. J'ai gardé les doigts croisés là, que ça allait bien se passer. Et j'ai eu quelques bons coups un peu par hasard. Et ça m'a donné un peu le goût d'entreprendre, de partir quelque chose un peu. Donc, en 2000, j'ai démissionné en 2014 et parti ma propre boîte avec deux cofondateurs. Une boîte de gestion de conseil qui s'appelait Point de non-retour. Tu as fait allusion à PNR, ça vient de Point of No Return. Là, où est-ce que Yes. l'idée de base, c'était que la technologie a un impact sur toute la société. Et, Mhm. pour nous, on disait, mais on passe de l'économie industrielle à l'économie de savoir. Donc, tout doit changer. Et la business, en fait, c'était une firme de conseil. On a dit, on va aider les entreprises à comprendre un peu ces grands changements qui se passent dans le monde. Et je vais dire, peut-être quelques années plutôt difficiles parce qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Là, faire du conseil de gestion, ça veut dire tu vends à des présidents, à des conseils d'administration, mais on n'avait aucun contact dans ce monde. Donc, de peine et de misère, on a réussi à décrocher un peu notre offre. Et ce qu'on a fait un peu qui nous a démarqué, c'est qu'on a développé notre propre méthode de planif stratégique. T'sais. Donc, planif stratégique, Mhm. ça date de l'époque, des années 70, 80, c'est très old school, mais on le faisait, on a développé une méthode en utilisant la méthode agile Ouais. qui vient du Scrum. T'sais. Et donc, ça a été vraiment quelque chose qui nous a propulsé. On a développé notre propre software. Donc, à la fin, ce qu'on faisait vraiment, c'était on avait vraiment une offre de service principale qui était notre offre de planif avec notre software. Donc, ça s'appelle en anglais un productized service. T'sais. Donc, Ouais. c'est vraiment Ouais. un software avec une équipe professionnelle, mais on faisait quand même aussi des mandats de fusion-acquisition. C'était environ 10 à 20 de notre revenu. OK. Et donc, j'ai fait ça pour 8 ans, super apprentissage. J'ai vraiment appris tellement en faisant, en bâtissant une entreprise. Et j'ai eu la réflexion de quitter, ça fait peut-être environ 1 an et demi, pour me lancer plus dans le monde de l'investissement. Donc, j'avais annoncé Mhm. ça à mes associés il y a 1 an et demi. On a préparé la transition. Donc, le plan original, c'était de prendre l'été off. Je viens de devenir papa. Donc, pour moi, Congrats.
Thanks, man. Thanks. Donc, le plan A, c'était de genre chiller un peu, apprendre à changer des couches et éventuellement lancer un projet de fonds d'investissement. Mais de OK. fil en aiguille, j'ai déjà décroché un peu ma nouvelle aventure. Je pars un fonds d'investissement avec deux associés qui OK. s'appelle Amiral Ventures, donc Amiral, comme vaisseau amiral. Ouais. Donc, on veut vraiment aider et à bâtir, à investir dans la prochaine génération de scale-up québécois, canadien. Donc, c'est un peu la mission du fonds. Et présentement, on est en mode lever le fonds. Donc, OK. c'est ça, c'est super le fun. Ça se passe super bien. Je suis vraiment emballé par cette nouvelle aventure, là. C'est comme exactement ce que je voulais faire voilà un an et demi. C'est déjà comme arrivé, là, donc c'est un peu bizarre, là. Donc, ouais, super content. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui a motivé le switch de consulting puis la firme que tu avais bâtie à un play un petit peu plus pur VC en investissement? Bonne question. Je crois, ultimement, c'était de vouloir être plus présent dans le monde technologique. Dans ma OK. firme, on avait des clients tech, mais on avait aussi beaucoup de clients qui n'étaient pas issus de ce monde-là. Donc, vouloir Mmh. être là où est-ce que le monde change plus rapidement, c'est le secteur techno. Et Ouais. aussi un peu me dépasser. Je veux dire, je veux pas dire que j'étais confortable, mais j'ai trouvé que je planais un peu, que je voulais OK. comme avoir un nouveau challenge et apprendre quelque chose que oui, j'ai quand même quelques points de repère, mais quand même un monde que j'ai jamais fait professionnellement. Donc, c'était un peu ça, j'allais dire un peu euh, la motivation interne pour faire ce changement quand même assez drastique, là. Fair enough, man. Je pense que s'agit de croître tout le temps, peu importe dans quoi, puis ça semble être un move vers ça, fait que c'est cool. Hem, Comment tu ferais pour positionner Amiral dans le cycle un peu de croissance des startups? C'est-à-dire, tu as mentionné un terme qui est scale-ups, right? Bon, souvent, on va entendre startup partout, 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 puis il y a du monde qui vont référer à des Airbnb comme encore des startups, alors que il y a ce terme-là un petit peu plus précis, scale-up. Définis ça pour nous, s'il te plaît. Ouais, mais pour répondre à la question où est-ce qu'on se positionne, je vais rentrer un peu du scale-up et start-up, compagnie Ouais. publique comme Airbnb ou de Lightspeed, ouais, start-up, non. Quand c'est Ouais, une compagnie que tu peux acheter les parts, là, techniquement, c'est pas une start-up, là. ouais. Euh, donc, nous, on se positionne vraiment. Le gap qu'on a vu dans le marché, c'est parce qu'on n'a pas assez de capital qui mène les ronds. On a beaucoup de fonds ici, mais qui vont suivre. Donc, en fait, notre Ah, propre OK. étude a démontré que 2 tiers des rondes sont menées par des fonds internationaux, étrangers. Intéressant, ouais. Donc, on voit qu'il y a quand même un écart à ce niveau-là. Donc, surtout en série A et série B. Donc, série A, c'est sûr que les mesures changent. Un série A aujourd'hui, c'est pas la même chose que voilà quelques années. Mais on parle d'une entreprise qui a quelques millions de dollars de revenus récurrents, etc. Et nous, on vient vraiment à ce niveau-là pour aider à prendre une business qui fait 3 à 5 millions de dollars de revenus à le rendre à 30, 50, 100 millions. Donc, c'est un peu ça qu'on veut dire. Quand on parle de scale-up, c'est bâtir la richesse ici, pas vendre trop tôt. C'est un autre enjeu qu'on voit beaucoup. On veut aider avec l'expertise pour qu'on garde les entreprises basées ici et vraiment établies avec un quartier général québécois. C'est turbo intéressant cette stat-là que tu as droppé là, par rapport à qui mène les rounds de financement. Ça me fait poser comme question, est-ce que c'est culturel? Est-ce que tu penses que l'appétit pour le risque puis le capital de risque est moins présent dans notre crowd, notre Québec, notre Canada? Ben 100%, je crois que c'est sûr que c'est qu'il y a une enjeu culturel à ce niveau-là, mais c'est pas quelque chose qui est statique aussi. Si on se compare v'là 15 ans, c'était vraiment on est vraiment à une autre place que comparé il y a 15 ans, donc mais ça veut pas dire que le travail est fini non plus, donc on avance dans la bonne direction. Je crois que l'appétit pour le risque, auprès des investisseurs, auprès des entrepreneurs aussi, a graduellement monté. Et je crois que ce que ça prend, oui, les investisseurs, le capital, mais ça prend surtout les entrepreneurs, qui n'ont pas froid aux yeux, Hmm, des gars comme toi, qui lèvent des boîtes, qui vont repartir d'autres boîtes, et qui nourrit un peu la prochaine génération d'entrepreneurs aussi. C'est vraiment ça la base qui va faire en sorte hmm. qu'on va tranquillement avoir notre propre écosystème qui est sain. Puis tu le sais, j'ai jamais levé de cash, donc je reste noob, mais très, très curieux par rapport à toutes ces dynamiques-là, puis je me rapproche un petit peu de ce monde-là.
qu'est-ce que ça implique pour les gens qui écoutent, mettons, là, de vraiment mener une round, leader une round? C'est un statement, c'est un commitment initial, puis ensuite, ça, c'est utilisé comme pour publiciser la round puis amener d'autres mondes. Parle-moi un peu de ça. Beh, mener une ronde, très simplement, ça veut dire, je suis prêt à dire, tu sais, à cracher un term sheet, tu sais, on va dire: «Voici ce qu'on Ouais, croit que ouais. votre entreprise vaut». Ça veut dire prendre une position, sur le conseil et d'aider l'entreprise à avoir un peu les mains sur le guidon avec l'entrepreneur pour le guider au niveau stratégique de l'entreprise, au niveau du conseil. Et c'est vraiment d'essayer de guider un peu la vision avec l'entrepreneur. Mais évidemment, c'est l'entrepreneur qui fait tout le travail, son équipe. Tu sais. Donc, c'est vraiment une espèce de vent dans les voiles ce qu'on va faire. Tu sais. On va pas prétendre que c'est vraiment le fondateur et son équipe qui fait la job. Nous, on est comme un peu la bougie d'allumage, si on veut. All right. Fait que ça ne nécessite pas nécessairement plus de capital ou de réputation de mener une round. Ça nécessite. C'est plus une histoire de timing, de foi dans une mission, une trajectoire qu'une startup a. Ben, je vais reprendre ta question, peut-être la répondre d'une façon différente. C'est parce que c'était une des questions que tu avais mis, c'est sur, like, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une startup est intéressante au monde du VC? En fait, moi, la façon que je le vois, c'est que à la base, une personne qui part d'entreprise n'a pas besoin de lever du capital. Il y a pas ce besoin-là, comment dire, inherent à son histoire. Tu sais. Le fondateur ou fondateur pluriel, ils se doivent à bâtir leur héritage et faire quelque chose qui leur plaise, qui ont du fun et faire un impact sur le monde. Tu sais. Tu fais ça pas pour lever du capital ou pour tu sais, être sur la une des médias. Tu sais. Donc, malgré le fait que tu sais, beaucoup de fonds vont dire ah oui, c'est le fun, c'est cool. Ouais. Pour moi, ça, c'est du pur égoïsme qu'autre chose. Tu sais. Donc, tu l'as vu avec Snipcart, ce que tu as fait. Tu n'avais pas besoin de lever du capital, tu as une belle sortie, tu as fait ça pour toi et ta famille. Tu sais. Donc, moi, à la base, si tu vas aller chercher du capital externe, c'est parce qu'il y a un besoin très précis pourquoi tu le fais. Tu sais. Parce que ça t'ouvre beaucoup plus de mots de tête d'avoir d'autres personnes qui tu vas être quand même fiduciaire, tu vas avoir un conseil, tu vas avoir Ouais. des personnes dans tes pas tout le temps. Donc, pourquoi tu fais ça? Tu sais, la seule raison que je vois, ou la raison principale, c'est parce que la mission que tu crois, pourquoi tu as bâti cette entreprise, elle est plus grande que juste toi. Tu veux avoir un impact qui va être plus que genre toi ou ta famille, tes employés. Tu vois quelque chose qui va être plus au niveau générationnel. Tu vois un impact beaucoup plus grand. Donc, c'est vraiment la seule raison. Et là, le comment et le reste, pour moi, c'est plus des détails. OK. Je suis curieux de voir si. Bon, tous les entrepreneurs sont différents. Il y en a qui le font probablement pour des excellentes, bonnes raisons. Il y en a qui le font peut-être pour des moins bonnes raisons. Sais-tu, dans les souliers d'un investisseur comme toi ou comme d'autres, sais-tu un gauge de métrique à part, là, tu sais, si les chiffres font du sens ou bon, la thèse fait du sens, le TAM, peu importe. C'est-tu un gauge de personnalité qui te dit oui, cette personne-là, tu sais, elle le fait pour les bonnes raisons, puis c'est une passionnée au fond. J'essaie de voir quand tu évalues ça, tu sais. Cette... Ouais, moi je le vois peut-être la distinction à haut niveau entre missionnaire et mercenaire. Tu sais. Donc, quelqu'un qui croit dans la Ouais, mission versus quelqu'un qui le fait vraiment plus pour l'appât du gain. Et je veux pas dire que l'appât du gain est mauvais. Tu sais. Donc, moi je pense que, comme je dis, si tu pars quelque chose, ben c'est une bonne chose que tu fasses quelque chose pour t'enrichir, pour ta famille, pour ta communauté. Tu sais. Donc, pour moi, je le vois pas négativement. Mais pour le long terme, si tu veux quelque chose qui va avoir 5, 10, 20, 30 ans d'existence, mais c'est sûr que la mission vous rentre en compte, tu sais, parce que tu vas avoir des embûches, tu vas avoir des obstacles, tu sais, on l'a vu avec la pandémie. Donc, c'est fucking hard de bâtir une entreprise. ouais. Donc, il faut que tu le fasses pour quelque chose qui te motive plus que juste l'argent. Hmm. Je sais pas si tu es à l'aise ou pas avec cette question-là, mais y a-t-il des red flags chez les founders, par exemple, que vous avez vu comme investisseur ou vous êtes on the lookout for, mettons? C'est une question que je sais pas si je peux pas répondre. Tu sais. Je suis un peu un nouveau métier, donc je peux pas dire ah voici tu sais, un red Ouais, c'est flag bon. X là. Moi, je vais le dire plus d'une façon plus simpliste, comme est-ce que je voudrais aller prendre une bière avec ces personnes, tu sais, après le boulot. Tu sais.
Parce que OK. tu vas travailler beaucoup avec ces personnes, être un investisseur, prendre une place sur un conseil. En moyenne, j'avais vu ces stats récemment, là, en termes de nombre d'années que tu vas être avec cette entreprise-là, c'est plus long que le mariage américain moyen. Donc, ça te donne une idée de la longueur de la relation que tu vas avoir avec la personne. Donc, tu dois avoir du fun, cette personne doit te donner l'énergie à la fin de la Hmm. journée. Donc, ça, c'est un peu mon gauge pour y a-tu un Ouais. intérêt, veux-tu avoir du plaisir et essayer comment dire, tackle hard problems avec cette personne. Puis Amiral, ça compte investir à l'échelle québécoise, canadienne ou plus? Y a-t-il une géographie à tout ça? Pour le premier fonds, ça va être Québec-Ontario. Donc, on va se OK. concentrer dans ce marché-là. Mais on a des grandes ambitions, donc on va voir là. Mais pour l'instant, on se concentre sur, ça va être vraiment ça pour le fonds 1 et on va voir par la suite. Puis lever un fonds comme ça, le bon, toi, t'as ta thèse, tes études, tes partners, ils ont de la crédibilité, tout ça. Là, il faut que tu amasses le capital, mettons. C'est-tu un processus qui est long? Tu peux-tu en dire un peu plus là-dessus? Comme j'ai dit, je suis un peu le néophyte là-dedans. Là, moi, je rentre un peu comme le nouveau gars, là, le nouveau Mais VC. vous Là, êtes là-dedans, là. ouais. Exact, exact. On est en OK. train de lever le premier fonds et c'est un peu comme un entrepreneur qui veut lever l'argent. C'est un peu le même Hmm. process, mais on ne lève pas d'autres VC, on va aller lever de fonds institutionnels, de family office, etc. Donc oui, Hmm. c'est un processus long. C'est aussi beaucoup une question de confiance. Il faut bâtir la confiance Ouais. avec les fonds institutionnels, etc. Donc, oui, c'est long, mais je crois qu'on a quand même une offre, une stratégie qui est quand même très pertinente. Juste question de timing et de persévérance, comme un entrepreneur. Puis si tu étais optimiste, tu penses que vous allez pouvoir commencer à déployer ce fonds-là quand? Ben, on cible un premier closing d'ici la fin de l'année. OK. Ça, c'est le point de vue optimiste. Donc, ouais, ça serait notre cible, mais c'est un peu, je sais pas comment dire ça en français, là, moving target, là. Ça Mhm. risque de Oui, oui, changer, oui. là, tu sais. Je comprends. Puis que ce soit tes partners actuels ou même tes investissements à titre d'ange, à l'époque, comment tu fais pour nourrir un petit peu ton deal flow? Le concept de avoir un rythme d'opportunités qui arrivent sur ta table, qui sont intéressantes. Mais j'allais te demander à toi cette question-là, parce que tu as l'air d'avoir des super belles personnes sur ton podcast, là. Donc en fait, comme j'ai dit, on n'est pas en train de, appeler les entrepreneurs. On n'a pas l'argent pour investir pour l'instant, donc le deal flow, on n'est pas en train de rencontrer plein d'entrepreneurs pour les pousser, mais on a quand même quelques opportunités qui nous sont présentées, malgré ça. Donc on a quand même un pipeline d'opportunités. Nice. Et beaucoup de ce deal flow vient de notre réseau, des personnes qu'on connaît. Comme on s'est parlé un peu avant, je vais relancer un peu mon podcast plus tard cet automne. Donc, essayer de bâtir une marque. C'est comme Ouais. un fonds, c'est une compagnie. C'est la même chose. Donc, il Mhm. faut avoir une marque, il faut essayer d'attirer les meilleurs fondateurs. Donc, Ouais. notre mission, ça va être comme les meilleures personnes qui ont les plus grandes ambitions pour bâtir quelque chose. Ça, c'est notre cible. Comment est-ce qu'on peut leur fournir du contenu, des conseils, et vraiment quelque chose qui les intéresse pour venir travailler avec nous. Nice. Puis y a-tu des investissements que tu as faits par le passé à titre plus individuel, pas avec Amiral, là, parce que clairement c'est en commencement, qui t'ont vraiment appris de quoi ou que tu as vraiment aimé ou que tu as eu un gros retour? Ou, tu sais, y a-tu des highlights à ce niveau-là? Yeah, highlight, je veux dire, il y a beaucoup de choses que j'ai appris là. Je veux dire, la première probablement et c'est comme, tu sais, il y a toujours un peu cette dichotomie entre l'équipe et l'idée ou le marché. Tu sais, donc tout le monde parle OK. un peu de cette dichotomie là, qu'est-ce que tu dois faire? Et moi, j'ai appris qu'en termes de propondérance et encore ça, c'est juste mon pif, basé sur un petit échantillon, c'est que l'équipe est probablement beaucoup plus importante qu'on le pense, hein, en termes de ce poids, tu sais. OK. Donc avoir une équipe qui est capable, tu sais, de être agile, changer d'approche quand ça fonctionne pas, tu sais, cibler aussi le bon marché, la bonne idée, bâtir le bon produit. Ça revient à cette question d'individu, tu sais, donc travailler avec les bonnes personnes, tu sais, à s'assurer que les personnes sont compétentes et intègres, tu sais. Donc c'est vraiment cette dualité-là qui est très importante. Mmh. Est-ce que mmh, OK. Est-ce que au niveau crypto puis Web3, heu, est-ce que ton niveau d'excitation ou de participation dans cette industrie-là
a changé, baissé, monté? Je sais que quand on s'est connus, les deux, on était bien excités à propos de différents trucs, là. Mais ouais, aujourd'hui. Ouais, je vais dire mon opinion générale a pas changé. C'est sûr qu'au niveau de genre comme, OK, essayer de lire et comprendre au day-to-day a baissé quand même là, mais je crois, tu sais, si on Ouais. prend les faits un peu sur c'est quoi la crypto, c'est sûr que c'est là pour rester, tu sais. Donc avoir quelque chose que tu peux identifier, comment dire ça en français? Property rights, tu sais, les Les droits. droits Ouais. de possession, d'essayer d'identifier property rights d'une façon indéniable, que ce soit d'argent ou d'autres objets, c'est vraiment quelque chose d'innovant qui est là pour rester. Tu sais. Donc, je ne crois Mhm. pas que les cryptos, ça a été un fad. C'est juste qu'on entend encore pour que ça devienne plus mature. Tu sais. Donc, je crois que ça va être sur le long terme. Tu sais. Donc, je vais donner un exemple contrasté à d'autres technologies. Tu sais. Donc, la crypto a commencé en bonne et due forme en 2008. C'est vraiment, j'allais dire, le Big Bang un peu du crypto. Tu sais. Donc, ça fait Ouais. 15 ans. Tu sais. Donc, 15 ans, on peut penser que c'est long, mais c'est quand même très court dans le monde de la technologie. Tu sais. Donc, si on pense Ouais. au premier ordinateur, là, tu sais, ça serait quoi que tu pourrais deviner le premier ordinateur? Le premier ordinateur, c'était dans les années 40. Là, tu sais. Donc, tu vois Ouais. que ça prend longtemps pour que ça mature et je crois que c'est une question plus de temps. Et je suis quand même assez bullish à long terme. Tu sais, à court terme, puis qu'on a parlé la dernière fois, tu sais, peut-être tu faisais plus de trading que moi. Moi, je suis vraiment plus comme buy and hold. Tu sais, moi, j'ai acheté du Bitcoin, du Ethereum, mais j'ai toujours pas vendu. Peut-être j'aurais dû, mais c'est les deux seuls que je comprends bien. Les autres choses, je comprends pas si bien que ça. Donc, c'est vraiment une de mes règles d'investisseur, c'est qu'il faut comprendre dans quoi tu investis. Donc, peut-être Hmm. si j'étais plus, tu sais, YOLO et tu sais, acheter et vendre plus en day trading, mais disons, j'avais pas assez de temps pour le faire durant la bulle. En fait, pour corriger cette anecdote, pour pas que les gens pensent que je suis un master trader de crypto, j'avais un ami qui, lui, tradait de façon quotidienne. Là, il faisait du day trading en crypto, puis il avait eu des gains époustouflants, tu sais, puis tout ça. Puis j'avais j'avais pris la bonne décision d'envoyer 10 000 de son côté, puis de dire je m'en fous de le perdre, amuse-toi, puis on split half and half les retours, tu sais. Puis je sais pas si c'est cet influx-là d'argent, tu sais, qui a fait shaker ses mains un petit peu ou quoi que ce soit, mais finalement, en un mois, il avait tout perdu. Fait que, juste pour pas que personne me DM pour me demander des conseils, là, j'en ai pas. Ma stratégie par rapport à la crypto est pareille que celle à Nectar. Ouais. Euh, ouais, fait que, Ouais, ouais, pour faire une autre anecdote, là, je sais ouais, qu'il y a des fortunes qui ont été faites. Tu sais, quand tout vend en haut, là, c'est plus facile de faire là, comme versus un marché volatile. J'ai une exact. amie que je n'ai pas nommée, mais qui était, disons, une industrie pas technologique. Je veux dire, une industrie plus dans l'ordre professionnel classique OK. et qui a fait du day trading, qui est super sharp et aujourd'hui n'a plus vraiment besoin de travailler, là, tu sais, mais il fait C'est ça. continue quand même. Là. Donc, il y a eu quand même un beau succès. Là. Donc, ça se fait, mais c'est pas, disons, c'est pas quelque chose qui, moi, me motive personnellement. Là. Ouais, moi non plus. Bon, crypto, Web3, c'est. Il y a des fondamentaux qui vont rester, sure, mais ça reste qu'il y a une couche de hype, right? Dans n'importe quelle nouvelle technologie, il y a toujours, je pense, un cycle de hype. Puis les VCs, les investisseurs, qui soient anges ou plus tard dans le cycle, là, ils se font souvent emporter, eux autres aussi, comme tout le monde, en fait, les entrepreneurs aussi, par des vagues de nouvelles tech trends. Fait que ma question, c'est, as-tu une manière de couper à travers le hype, de distinguer le signal du bruit, mettons? Bonne question. Je crois que c'est très pertinent aujourd'hui. Tu sais, donc, en Ouais. parlant de toutes les progressions dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est même ce terme, je l'aime pas trop, là, mais tu sais, il y a beaucoup de hype et je crois que c'est une hype qui est quand même assez, comment dire, pertinente, like, Mhm. Ouais. due, là, quand tu vois ces percées-là. Mais pour moi, je le vois encore question de timing. Tu sais, donc, en fait, je vais répondre vraiment à ta question sur comment distinguer le bruit du signal, tu sais. Mm. Et je ne veux pas prétendre que j'ai une recette magique. Tu sais, je crois que ça prend juste la curiosité. Tu sais, ça prend juste la curiosité intellectuelle pour approfondir, lire et à parler à Mm. du monde qui sont dans ce domaine-là. Tu sais, moi, je connais fuck all du AI. Tu me dis, OK, montre-moi du code de machine learning. Là, je ne suis pas la bonne personne. Tu sais. Définitivement pas. Tu sais. Donc, pour moi, la façon que je le fais, c'est un peu comme toi. J'ai un balado, je parle à du monde, Mm. j'essaie de poser des questions intelligentes et dire qu'est-ce qui est hype, qu'est-ce qui est vrai.
Et c'est ça qui me fait penser que cette vague aujourd'hui est pas du hype, mais c'est une vraie percée intéressante. Et c'est comme ça que tu fais un peu ta propre opinion. En même temps, dans le métier d'investisseur, c'est difficile parce qu'une compagnie qui raise sur du AI, etc., tu veux être dans les compagnies qui sont techniquement en croissance. Tu sais. Ouais. Donc, dans le métier du VC, c'est très difficile parce que tu peux faire un peu emporter par les hot and cool companies. Tu sais. Et peut-être des fois, c'est très bon d'être dans les hot and cool companies parce que c'est eux qui vont faire tu sais, les rendements. Et quand tu connais un peu le métier d'investisseur en VC, c'est que tu fais du rendement sur quelques entreprises qui font des bons coups. Tu sais. Donc, c'est pas évident nécessairement de dire non, moi je suis comme complètement stoïque et je vais juste faire ma recherche et je vais être comme Warren Buffett et je vais investir dans une entreprise pour 50 ans. Là. C'est pas nécessairement comme ça le métier du VC. Tu sais. Donc, j'aime penser, on va essayer d'équilibrer un peu entre les deux choses parce que dans les dernières années, comme je ne veux pas nommer des entreprises, mais il y a eu quand même du hype à Québec et dans les entreprises Tech Québec qui n'ont pas nécessairement eu les attentes par la suite. Donc, on va essayer de balancer un peu ça par la réalité un peu de qu'est-ce qui est le produit, qu'est-ce que le vrai marché, qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais. Donc, et on pourrait parler du AI un peu aussi, là, parce que ça m'excite plus, là, mais encore une fois, plus sur le moyen terme que sur les médias du Q4. Tu sais. Est-ce que tu as mentionné de quoi en passage intéressant? Tu as dit l'intelligence artificielle, même ce mot-là, ça me gosse un petit peu. Peux-tu m'en dire plus? Pourquoi? Ben, c'est parce que ça laisse prétendre que la machine a une conscience et qu'elle est intelligente. Tu sais. Donc, tu sais, I'm like, et que aujourd'hui, je suis un peu dépassé par tout l'espèce de doomerism, je sais pas comment le dire ça en français, Ouais, toutes les personnes qui parlent à la fin du monde, que, tu sais, fatalisme, aujourd'hui, ouais. ouais, le fatalisme que c'est la fin du monde. Et en même temps, tu sais, who am I? Il y a plein de personnes super intelligentes qui parlent du hey, ça va être la fin du monde, mais en même temps, je crois, là, on commence à rentrer plus un peu dans des choses, des croyances religieuses que les vrais faits. Tu sais. Aujourd'hui, c'est pas vrai que les algorithmes vont tu sais, prendre l'arsenal nucléaire et essayer de tuer l'humanité. Là, c'est comme on est même pas proche de ça. Tu sais. Donc, essayer de parler ça d'une façon négative, moi, je trouve ça un peu, comme je vais dire, fataliste et un petit Ouais. peu le côté humain de on est récompensé par des mauvaises nouvelles plus que par les bonnes nouvelles. Tu sais. Donc, c'est un peu dans notre ADN d'avoir peur. C'est une bonne chose parce que tu sais, il y a le lion dans le jeu qui va nous tuer, donc il faut faire attention. Tu sais. Donc, je le vois plus de ce côté-là. Donc, retourner à ta question de pourquoi j'aime pas ce terme, c'est parce que ça laisse prétendre que, oh shit, cette affaire-là il est sur le point d'avoir une conscience, d'avoir un peu ses propres objectifs, sa propre volonté, que même les personnes, je crois que les fatalistes vont admettre que c'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Ouais. Non, écoute, j'ai bien franchement porté le chapeau de doomer pendant 1 mois peut-être, 2 mois, je sais pas. Mais je suis tombé creux là-dedans. Puis moi, c'est justement aller tirer sur des cordes très sensibles, des cordes profondes d'anxiété, puis j'en ai parlé avec des potes, ça, mais tu sais, la vie est tellement simple puis remplie de sens quand t'as une menace ou un ennemi très concret, très gros. Pense à genre, bon, dépendamment de quel côté de l'histoire t'as été, mais genre les nazis ou le communisme, la peur rouge, ou à d'autres moments donnés, c'était autre chose, right? Fait que je pense que ça va chercher comme une fibre de OK, tout est simple, genre le problème, l'ennemi, c'est ça, puis comme il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut. Mais je pense que il y a eu des fear cycles, fait que des cycles de peur très, très prononcés dans l'humanité à différentes évolutions technologiques. Par contre, ce qui est tricky avec celle-ci, c'est que même s'il n'y a pas une notion de conscience inhérente à un large language model, mettons, il y a quand même une notion d'intelligence. Puis ça, on dirait que ça tire encore plus fort sur la corde de la peur parce que c'est ce qui nous distingue, c'est ce qui fait notre domination ou le fait qu'on gère le monde, tu sais, un peu, c'est la notion d'intelligence. Fait que je pense que c'est probablement pour ça que ça fait peur aux gens. Puis le mot, pour bouncer sur ce que tu as dit, le mot intelligence artificielle, lui aussi, il existe depuis les années 40. Là. Tu sais, fait qu'il est bourré de connotations de science-fiction.
que ce soit de Isaac Asimov à la Matrice, tu sais. Puis je pense qu'il est trop chargé, ce mot-là. Si ça avait juste été hey, les LLMs ou les Large Language Models sortent, probablement que on aurait réagi différemment que genre l'AI vient de prendre une step genre irréversible. Ouais. Essayer de jouer l'avocat du diable parce que moi, je suis comme très optimiste. Et sinon, je ne crois pas que j'aurais essayé d'être dans cet emploi. Là, si je ne pense Ouais. pas que la technologie peut aider le monde d'une façon positive, là, définitivement pas. Donc, mais si je prends le côté comme d'une façon intelligente, essayer d'articuler pourquoi j'aurais peur de l'intelligence artificielle, pour moi, c'est pas à voir avec nécessairement cette notion de que ça va prendre conscience, ça va dépasser les capacités d'intelligence humaine et vouloir nous tuer, là, Ouais. comme dans les films. Mais je veux dire, pourquoi j'aurais peur, c'est plus sur comment est-ce qu'on on le déploie. C'est comment Ouais. l'humain décide de le mettre en place. Exact. Donc, un peu comme la pandémie. Je crois que la pandémie, je veux pas, je veux dire, j'ai eu plus peur que du virus. C'est plus comme les mesures et quand même t'as vu quand même des personnes ou des gouvernements prendre des décisions quand même un peu loufoques là, tu sais. Ouais, ouais, Donc, c'est ouais. plus l'humain que j'ai peur que comment est-ce que la technologie en son propre sens va le faire. Tu sais. Donc, on peut imaginer quelques scénarios négatifs de OK, il y a plein de personnes sans emploi et on ne réagit pas assez bien, mais je ne peux pas imaginer ce que créer cette notion d'intelligence, encore avec guillemets, abondante à notre service qui peut nous aider comme une espèce d'agent personnel. Je ne vois pas ça, comment ça peut être négatif. Tu sais. C'est comme ça peut juste nous aider. Encore une fois, comment est-ce qu'on le met en place? Tu sais. Ouais. Je pense que juste pour amener beaucoup de nuances, je vais mettre dans les show notes des épisodes de podcast avec différentes parties. Je pense que c'est important d'écouter les gens des deux côtés puis d'essayer de faire ta propre tête là-dessus. Puis clairement que c'est pas toi puis moi qui va régler le problème du existential AI risk sur ça se passe. Mais très intéressant. T'as-tu, mettons qu'on ramène ça dans le pratico-pratique puis moins dans le philosophique, est-ce que toi, ça a changé quelque chose dans ton day-to-day, dans comment tu travailles ou dans comment des entrepreneurs autour de toi travaillent? Ben, c'est sûr que, tu sais, juste si on parle de LLM, mais ChatGPT, c'est devenu un outil, tu sais, utilisé au quotidien, tu sais, donc, Ouais. j'allais dire, c'est probablement le plus grand changement et plus au niveau de curiosité intellectuelle, passer plus de temps à l'apprendre, à voir les applications, à écouter des balados qui en parlent, tu sais, Ouais. incessamment, tu sais. Donc, c'est plus ça, j'allais dire, là. Tu sais, donc pour moi, c'est un peu comme, on a parlé un peu du crypto comme en termes de vagues et d'adoption, là. Je crois qu'on est encore un petit peu de recul pour voir des use cases Ouais. en dehors de ChatGPT. Donc, mais ça va venir, tu sais. Donc, Mmh. tu peux imaginer, si tu prends tes AirPods ou whatever, tu veux commencer un nouveau programme d'entraînement au gym, tu sais. Ouais. D'avoir un agent qui connaît ton comportement, qui sait qu'est-ce que tu manges, qui peut Mmh. te guider en real time durant ton entraînement, là, comme ça peut juste être bénéfique. Tu sais. Donc, prends ce use case peut-être un peu loufoque et fais, tu sais, fois le use case que tu veux. Tu sais. Donc, Mmh. ça va être vraiment ça. Tu sais. Ça va être dans n'importe quelle circonstance, tu vas avoir un agent super humain qui te guide, qui t'aide. Tu sais. Ouais. C'est pas dire que cet agent-là a sa propre volonté et conscience, on s'entend bien. Ça va être programmé pour t'aider et les entreprises qui le font de la meilleure façon, qui a un net gain, là, Ouais. vont en bénéficier. Tu sais. Ouais, je pense que en tout cas, ce qui m'intéresse personnellement à ce niveau-là, c'est de voir comment est-ce qu'il va y avoir une collection, un nettoyage, puis un entraînement de datasets, de bases de données spécifiques à certains use cases. Parce que l- l'espèce de play généraliste avec ChatGPT, où est-ce que la data, c'est basically Internet, premièrement, ça bourre ta data de billets. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume de data à cleaner, puis à entraîner ton modèle dessus. Puis aussi, vu que la data source est publique, entre guillemets, on commence à voir justement que dans le dataset des ChatGPT de ce monde, tu vas avoir du contenu artificiel synthétique qui a été généré par de l'AI qui devient une source de data pour les prochaines réponses. Fait il y a comme une espèce de serpent qui mange sa queue. Là. Il y a comme un effet un peu weird qui pourrait peut-être arriver. Alors que si tu curates puis tu collectes vraiment un dataset spécifique pour, mettons, genre la littérature, de la médecine, puis aider les chirurgiens à prendre des décisions. Je dis un peu n'importe quoi. Ben là, on dirait que
les fonctions puis le pouvoir des LLMs sur le top d'un dataset vraiment spécifique. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais, c'est la question qui tue, là, je crois, ce que tu viens de poser, là, comme point, là, c'est comme comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité, tu sais, Ouais, donc c'est à 3 niveaux, là, c'est le compute, c'est l'algorithme et c'est le data, tu sais, donc au niveau du data, ouais, c'est intéressant parce que tu dis, mais ouais, est-ce qu'on est limité par ce qu'on crée comme humanité aujourd'hui? Et je crois une chose qui est peut-être sous-estimée, ça va être, ben, est-ce que ces outils-là vont nous aider à créer de la data plus de bonne qualité? Donc, prenons hmm, l'exemple du médical. Tu sais. Donc, en utilisant ce genre de technologie-là, on va être capable de faire des progrès scientifiques qui va être capable de renourrir un peu la bête. Tu sais. Donc, c'est là peut-être le grand côté optimiste de plus comment dire, percer dans le monde scientifique, c'est ouais, cette loupe-là. Tu sais. ouais. J'ai hâte de voir aussi comment... mettons, tu parlais d'un agent personnel, là, un assistant personnel un peu qui t'aide avec des trucs. Bon, pour être efficace, cet agent-là doit avoir nécessairement plusieurs points de data par rapport à toi, right? Fait que, tu sais, on a eu des débats, des législations par rapport au data privacy, des données personnelles, tout ça, puis là, j'ai l'impression que ça pourrait amener ce genre de débat-là quand même à un autre niveau, où est-ce que tu veux-tu vraiment, genre, donner à une corporation accès à tous tes data points parce que ça va améliorer, je sais pas, genre, l'optimal... Ben, Ouais. c'est une bonne question, mais je vais répondre avec peut-être un exemple très niaiseux, là, tu sais, comme combien est-ce que fois dans une semaine tu utilises Google Maps? Ouais, ouais, exact, ouais. Google Maps aujourd'hui, ton téléphone, tu sais, like, si tu lis juste sans le contexte de Google Maps, il y a une entreprise californienne qui sait à tout moment T'es où? ton emplacement Ouais, c'est géographique. ça. Ça fait fucking peur. You're like, oh my God, like, no way, je laisserai ça. Mais est-ce que tu es prêt à lâcher Pour le cette capacité bénéfice. de non, tu vas prends pas cette rue-là parce qu'il y a du trafic. Donc, à la base, on s'en fout, right? Donc, on Ouais, dit, ben, who cares mon ouais. emplacement? Tu sais, pour moi, je veux avoir un outil qui me crée plus de valeur. Tu sais. Mmh. Donc, encore une fois, si on voit plus de valeur qui est dégagée par cette valeur donnée, je Mais ne tu vais sais, pas nécessairement minimiser cette notion d'importance de vie privée, mais c'est pas blanc et noir. Là. C'est ça que je veux dire. La personne dit, ah, absolument. vie privée, zéro donnée. I'm like, fine, tu sais, on va retourner dans l'ancien monde. Donc, mais Exact. on peut pas fermer la boîte de Pandore. Donc, il faut vivre avec et C'est il sûr. faut avoir des personnes qui connaissent les enjeux d'une façon intelligente, pas comme data privacy 100%. Like, ça fonctionne plus. Là. Tu sais, man, parce que moi, je parle de data privacy, puis le use case que j'ai en tête, il est spécifique. Tu sais, on a beaucoup parlé de, OK, il manque d'accès à la santé, des ressources en santé, des ressources en santé mentale aussi beaucoup, right? Fait que je me suis tout le temps dit, hey, clairement que tous les schémas de distorsion cognitive, comment restructurer des pensées, mettons, qui t'aident pas versus des pensées qui t'aident, tout ça, là, tu sais, la thérapie cognitivo-comportementale, man, c'est du langage. Là. C'est genre textbook ce qu'un LLM pourrait détecter, t'aider à refaire, tout ça, right? Fait que ce que je me disais au niveau de data privacy, c'est ça. C'est, tu sais, OK, mettons que tu as un AI assistant qui t'aide avec ta santé personnelle ou genre physique ou ta santé mentale. Ben là, c'est pas la même chose que savoir, mettons, tout le temps t'es où par rapport à Google ou genre le type de ads sur lesquels tu cliques ou whatever, genre ta démo, right? Fait que Mais c'est moi. c'est ça que j'ai hâte de voir comment on va percevoir ce trade-off-là, mais encore une fois, t'as raison de dire que l'économie capitaliste fonctionne comme ça. Si je t'amène plus de valeur, tu vas payer un prix qui soit en argent ou en data ou en privacy, Ouais. whatever. Fait En fait, ouais, exact. c'est crissement intéressant, man. Ouais. Je vais te donner peut-être un autre exemple qui me trotte dernièrement dans la tête. C'est donc, en termes de use case, je crois premièrement rebondir sur ton point, là, je crois qu'il y aurait quand même des percées assez intéressantes à ce niveau-là. Comme, comment aider le Ouais, monde qui ont des enjeux au niveau santé mentale avec un outil super puissant qui ouais, peut aider en real time. On parle de ouais, cette vraiment, man. notion, comment dire, je cherche encore le nom, loneliness, là, cette Ouais, notion de d'être seul. solitude, ouais, ouais. Solitude, c'est un vrai enjeu, Ouais, big dans la time. société et donc avoir quelqu'un qui peut quelqu'un je parle de l'agent comme une personne, mais qui Ah, peut être là pour aider. Le film Her est, en passant, est ouais. déjà arrivé. Tout le monde parlait du film Her, là, mais on a déjà vu une entreprise qui s'appelle Replica qui offrait Ouais, du LLM dating, là, et ouais, que la shit. personne, ils ont comme réduit d'un cran le côté sexuel de leur algorithme et la personne avait comme genre devenu peu dépendant
du chatbot de l'autre côté. Donc, c'est déjà survenu. Donc, la première personne est déjà devenue en amour avec un algorithme. Donc, on sait que ça va juste continuer. Donc, ça serait Ouais, une puis... question que je poserais. Et on va commencer à passer, je vais croire, des questions d'éthique ou Ouais. d'humanité assez fucked up. Donc, je vais donner un exemple que je pense récemment c'est, disons, aujourd'hui, tu as une personne qui t'aime beaucoup dans ta vie qui est sur le point de mourir. Donc, un parent, une personne Ouais. proche. Avec assez de données, tu vas être capable de reproduire cette personne d'une façon fidèle, in real time, chaque fois que tu vas la rappeler. Donc, Ouais. ces outils-là, ces compagnies-là se font fonder aujourd'hui. Donc, il y a Ouais, déjà plein d'initiatives à Some ce Black niveau-là. Mirror Donc, shit. ben oui, et ça existe. Donc, est-ce qu'on va essayer de le minimiser? Est-ce que ça va est-ce que ça va pas exister parce qu'on le veut pas? Non, mais la jeune personne, qui est née aujourd'hui, ça va être une affaire qui va juste exister pour cette personne-là. Ça va être une façon ton Ouais. parent est mort, genre 80 ans, là, et tu vas être capable au moins, disons, pour la première année, c'est recommandé de parler à ta mère qui est morte une fois par journée. Imagine, on n'a jamais vécu avec ce genre de normes sociales. Donc, il va Ouais. falloir qu'on s'ajuste assez rapidement. Là. Ouais, écoute, j'ai un réflexe assez... un gut feeling assez mauvais, là, moi, par rapport à ça. Là. Moi Entre autres, aussi, 100%. C'est juste que ça change pas le fait que ça va arriver. C'est ça, je suis ça que je veux d'accord dire. avec toi. Moi, tu me dis, paye 10 dollars par mois pour ce service-là. Je dis no way. Mais en même Mais tu sais, temps, je regarde ça d'une façon abstraite et froide. Ça va arriver, là, c'est clair. Là. pense Donc, il à, va falloir qu'on s'ajuste. Là. pense à, pense à l'impact, mettons, négatif tu connais le principe d'hallucination des LLMs, right? Bon, ben Ouais. mettons que tu as un LLM qui réplique le discourse ou genre la présence d'une personne qui t'était chère ou whatever. Puis que là, à un moment donné, genre, le flow se dégrade ou elle a une hallucination, puis elle commence à te dire des trucs qui ont fucking pas rapport. Imagine le genre de double trauma que ça peut causer. Ben, écoute, je sais pas, man. On verra, mais je peux te dire qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de très, très étrange dans perdurer ou persévérer une vie ou un écho d'une vie sur le digital, une vie qui est plus là organiquement. L'autre jour, j'ai cherché le nom d'une fille que je connaissais euh, parce qu'on m'avait dit qu'elle était décédée, puis je suis tombé sur son profil Facebook que c'est devenu des espèces de tombes digitales. Ouais. Moi, est-ce que t'es comme la personne, t'es comme encore là, elle a encore la photo de profil, puis tout, puis là, t'es là, wow, attends un peu, elle est plus là dans la vraie vie, mais elle est là. Puis des fois aussi, t'as les gens qui prennent contrôle de l'account. Je sais pas si ça se fait encore, là, mais quand j'étais jeune, on avait un ami, un gars qui était décédé, tu sais, puis ses parents Ouais. continuaient de poster sur son profil, tu sais, comme... ouais, il y a quelque chose de turbo awkward, mais c'est intéressant de voir comment on va évoluer là-dedans comme société. Ouais. Ouais. J'ai pas de bonne réponse pour toi, juste des questions. Ouais, ben écoute, c'est c'est un temps excitant pour être en vie, je pense, de voir tout ça arriver. On verra. Gros segue pour sortir de la philosophie puis du... pas nécessairement du sci-fi, mais de ce qui s'en vient bientôt. Toi, man, ça fait littéralement des décennies que tu es dans la communauté tech à Montréal. Moi, c'est une communauté que je trouve cool, mais que je suis moins présent là qu'à Québec. Puis là, j'essaie de régler ça. On s'en va faire Ça se passe live chez Workleap, tout ça, à Montréal. Qu'est-ce que t'aimes le plus de la communauté à MTL, à Montréal? Ben, pour moi, c'était une communauté qui, c'était un métier, une communauté qui m'a aidé à grandir. C'est une façon de sortir un peu, pas dire sortir de la pauvreté. J'ai grandi pauvre ici à Montréal, donc c'est une façon d'avoir un emploi qui paye bien, que je trouve une passion, une façon de redonner un peu, donc créer de la valeur. Donc c'est un peu ça qui me motive d'essayer de redonner un peu. C'était une raison pourquoi j'ai toujours mon balado là, qui est un peu en pause, mais essayer de mettre un peu la lumière sur toutes les cool entreprises, entrepreneurs, investisseurs du marché pour parler un peu des choses qui se passent. Et ça a été aussi c'est une nouvelle communauté, comme on a mentionné. Là, 15 ans Ouais. à peu près, il n'y avait pas vraiment grand-chose. Il y avait quand même des entreprises technologiques en software, quelques beaux exemples, mais je veux dire, l'industrie a vraiment commencé à grandir à partir de 2007-2008. Et c'est là ce qu'on a vu vraiment plus une éclosion d'un nombre de startups, de personnes qui viennent du milieu.
J'aime beaucoup participer dans ce monde. Je crois que le parcours entrepreneurial est fascinant. Tu peux passer une vie à juste parler des entrepreneurs, comprendre un peu leur motivation, qu'est-ce qui les pousse à vraiment Hmm. faire quelque chose qui est assez rebelle. Quand j'étais à l'école, à l'université, c'était quand même, tu prends un job safe dans le monde corporate et c'est ça la belle vie. Ouais, Donc, ouais. tu travailles quelque part pour exceller, mais partir quelque chose et tu le connais, c'est quoi? Comme, il n'y a pas de playbook. Là, personne ne te dit, OK, voici exactement les étapes à suivre. Donc, tu dois le faire un peu comme je dis, un peu un acte de rébellion. J'aime vraiment ça. Ça touche le poète en moi, l'acte de rébellion. Euh, de quoi est-ce que tu penses que la communauté à Montréal, la communauté tech, manque le plus? Ben, je crois qu'on a mentionné un peu avant, là, c'est cette notion de prendre des risques, voir un peu plus grand. OK. Comme je dis, je crois que ça change, là, je crois qu'on a quand même quelques entrepreneurs qui prennent vraiment des gros swings, essayer de bâtir vraiment des grandes entreprises. Et pour revenir au point que j'avais dit tantôt, je ne crois pas que c'est nécessaire d'essayer de faire ça. Je crois que tu peux bâtir une belle vie avec une entreprise SaaS qui fait du bon cash flow à chaque mois, chaque année. Il y a pas, pour moi, ça, c'est tout aussi bien que l'autre, là. Mhm. Mais pour vous dire les vraies choses, mon opinion, c'est que si on veut grandir, mais ça prend quand même des grandes entreprises aussi. Là, donc, ça en a Oui, besoin, pas juste un Lightspeed, mais une vingtaine. ouais, Un Shopify, c'est un autre exemple de succès canadien. Là, ouais. comme vraiment cool que ça a été fondé ici, mais aux États-Unis, le Shopify, il y en a plusieurs. Ici, on a un. Mm. Donc, ça prendrait plus de fondateurs et des entrepreneurs qui ont ce mindset-là. Puis tu penses-tu qu'on a l'écosystème financier pour supporter des licornes comme ça ou des plus gros agents de changement comme ça? Mais pas assez, sinon j'aurais pas joint Amiral, donc je crois que c'est un peu ça notre mission, d'essayer Ouais. de diversifier le capital et faire un peu, je ne vais pas retourner dans le pitch que je t'ai dit tantôt, là, donc je crois que Mm. ça en prend plus définitivement, là. T'as-tu un crush sur une compagnie ou sur une personne, une personne qui est founder, mettons, ces temps-ci? Je vais dire peut-être 2 personnes qui viennent en tête, là. Le 1er, c'est comme un entrepreneur assez connu, c'est Fred Lalonde, là, de Hopper, là. OK. Je crois ce qu'il a fait, c'est Hopper, ça a été quand même assez incroyable, donc première chose, c'est comme, tu sais c'est quoi le succès, tout le monde te connaît quand il y a du succès, mais personne ne te connaît quand tu travailles dans le noir. Je crois que c'est une entreprise qui a été fondée en 2008. Il est vraiment Mmh. sorti un peu des ténèbres vers 2015-2016 avec une vraie commercialisation de leurs produits. OK. Et ça a pris longtemps à bâtir, mais personne ne parlait de Hopper en 2012. Ça a été un long parcours pour qu'ils lancent un peu leurs produits. Et aujourd'hui, je crois, les dernières chiffres publics ont été valorisés, je crois, 5 milliards. Ils font beaucoup Nice. ils font quand même beaucoup de revenus à l'international. C'est vraiment une entreprise de classe mondiale. Et ce que j'aime de Fred, c'est pas évidemment l'histoire de Hopper, mais c'est vraiment, je vais dire, pourquoi ces temps-ci, c'est sa nouvelle aventure avec Deep Sky. Je ne sais pas si tu connais c'est quoi. Non. C'est une entreprise qui, c'est lui et son équipe de gestion qui l'a lancé. C'est OK. lui et Juice, là, son autre cofondateur. Ils ont vu l'opportunité, ou pas l'opportunité, j'allais dire la grande menace du changement climatique. Et ils ont dit Mmh. comment est-ce qu'on peut le tacler. Donc, ils ont parti une entreprise de capture de carbone qui vient d'être financé, je crois que c'est public, les chiffres publics, je crois que c'est 10 millions. Et j'ai OK. vu un peu le pitch, j'étais à une conférence et c'est absolument effrayant. Donc, quand on parle de changement climatique, oui, on en parle. Aujourd'hui, peut-être, on enregistre au milieu du mois d'août, il y a plein de feux de forêt, on parle des records de température à travers le monde. And ça commence à être plus vrai, mais en même temps, qu'est-ce que moi je change dans mon comportement du day-to-day? Pas grand-chose. Mmh. Et tu vois ce qu'il est en train de bâtir avec Deep Sky, son pitch, c'est absolument effrayant, comme je dis. Donc, il faut qu'on agisse beaucoup plus vite qu'on pense. Et donc, son entreprise-là, c'est ça qu'il essaie de faire, essayer de vraiment renverser un peu cette tendance de carbone dans l'atmosphère. OK. Intéressant. T'as dit 2 personnes? Ben aujourd'hui, c'est toute une équipe, mais je crois que c'est 2 fondateurs. Non. Je peux être complètement, peut-être je me trompe, là, Non, mais ils ont. que je te parlais d'un crush sur, une personne ou une compagnie. Ah, l'autre personne, oui, l'autre fondateur. L'autre que je connais, c'est une entreprise qui s'appelle Vention, là, c'est Étienne Crevé. OK. Super entreprise, c'est méconnu. Ce que j'aime dans le monde tech, il y a beaucoup d'entreprises qui ont du hype, là, qui Ouais. font des choses, c'est les choses comme les TikTok, etc. C'est peut-être pas une startup aujourd'hui, mais tu sais de quoi je Oui. parle. Il y a beaucoup d'objets brillants Oui, qui oui, oui. parlent.
Mais les vrais problèmes de l'économie, c'est pas réglé par les TikTok, on s'entend bien. Donc, ce que Vention fait est super intéressant pour vraiment régler des vrais problèmes au niveau manufacturier. Donc, OK. je crois qu'il est en train de bâtir une super cool entreprise. Il vend à des SpaceX, à des Tesla. Ils vendent à toutes Nice. les grandes entreprises à travers le monde. Donc, vraiment cool comme business. Hein. Parfait. Ben, je vais check it out puis mettre ça dans les show notes, c'est sûr. Question un peu funky, mais comment tu penses que ça se passe comme contenu, podcast, communauté pourrait être utile comme VC? Ben, bonne question. Je l'ai vu, tu me l'avais envoyé. Honnêtement, je n'ai pas une bonne réponse. Je crois que c'est juste continuer à ce que tu fais. Essayer de le faire peut-être en plus grand parce que je crois Mhm. qu'on a besoin de modèles dans le marché pour être capable d'inspirer un peu la prochaine génération, pour le montrer qu'est-ce qui est possible. Pour aller essayer de Mhm. montrer, tu peux prendre des risques et c'est pas si risqué. Donc, tu Ouais. veux pas te ramasser quand tu as genre 70 ans, 80 ans, à la fin de ta carrière, dire ah shit, j'aurais dû lancer quelque chose, mais j'ai pas eu le Mhm. courage. Mhm. Mais on est au Québec, on est au Canada. Il y a pas de bombe qui nous tombe sur la tête. Donc, si tu es jeune, tu as une idée, tu as probablement plus de chances d'apprendre, de croître au niveau personnel, de te dépasser si tu essaies quelque chose que tu ne l'essaies pas. Mhm. Donc, avoir des modèles d'inspiration, du contenu qui démontre que c'est positif et que oui, il y a des enjeux, c'est pas parfait. Là, c'est pas. Je sais, durant la bulle, pour retourner à la bulle, tout le monde veut se lancer en startup, et on va lancer. C'est pas facile. C'est crissement difficile de faire ça. Donc, et ça prend quand même du courage pour le faire. Donc, moi, je crois que ce que tu fais est vraiment cool. Je vais juste te saluer pour le continuer. Là. C'est drôle parce que je te demande ça parce que je commence. Il y a un phénomène qui commence à émerger de ce que j'ai créé avec Ça se passe, qui est certains investisseurs ou des gens avec un high net worth me disent oh, si tu vois quelque chose d'intéressant, moi j'aurais peut-être du capital à déployer. Puis à l'inverse, j'ai des founders qui me disent hey, si tu as des gens qui investissent, nous on a un bridge à faire, on a une nouvelle round, on libère un peu d'équité parce qu'il faut se rendre ailleurs. Fait il y a comme cette espèce de middleman play là que je suis en train un peu de vivre puis de voir je peux-tu amener de la valeur ou pas. On verra où ça nous mène, mais j'ai commencé des petites preuves de concept là-dessus. C'est assez. La puissance du réseau, c'est assez hot, man, pour vrai. Là. Ouais. Ouais. Ben, je crois que tu es en train de créer une plateforme qui crée la valeur et tu le vois déjà. Donc, je ne sais pas si tu devrais commencer une business d'investment banking, essayer de connecter l'investisseur avec les entreprises, parce que je ne vois pas nécessairement ta valeur à ce point de vue-là. Ça peut être une business intéressante, mais te connaissant un peu, j'allais dire peut-être pas quelque chose qui va te motiver, là, prendre une cote sur une levée, sur une ronde. Là. Je sais pas. Ça va être plus de créer une communauté de monde Ouais. faire les connexions, comme on a dit là, au début, là, comme c'est quoi une autre bonne expression en anglais, le paid forward, là, c'est Ouais. de créer la valeur sans demander quelque chose de retour. Ouais. Et pour moi, avoir le balado de mon côté, je fais ça pour plusieurs années. J'ai commencé sans vraiment des grandes attentes et pas nécessairement pour faire vendre mes services au niveau Ouais. de ma boîte de conseil, mais ça m'a tellement redonné en ma vie en richesse, en amitié, en connexion, en opportunité professionnelle aussi, mais pas parce que j'ai été essayer de faire la vente. C'est juste créer du bon contenu, essayer de connecter le monde et des bonnes choses arrivent par la suite. C'est comme naturel, c'est magique. Je suis d'accord. Écoute, je suis all about pay it forward. C'est sûr qu'à la fin du mois, il faut aussi payer l'hypothèque. Fait que les choses auxquelles je réfléchis ces temps-ci, puis on pourra peut-être même s'en reparler offline éventuellement, mais je pense que dans le court terme, on vient de faire un soft launch d'une petite agence de SEO avec deux compagnons, Charles McLaughlin puis Ludovic Armand, où est-ce que justement on se dit, ben regarde, on a une super belle audience de SaaS. Il y en a qui sont rendus sérieux à propos de ce canal-là puis qui veulent le scaler. On a la compétence revenu court terme, tu sais, parce que c'est cool de pay it forward puis tout ça, mais tu sais, le pod, ça coûte quand même du fric, là, genre à produire, à promoter, à organiser les événements, etc. Fait que il y a le service, comme en court terme, que j'essaie de voir si je peux pas structurer ça, cette petite agence de SEO-là. Puis à moyen terme, j'ai commencé à travailler sur un autre SaaS aussi. Je sais même pas si je suis supposé d'en parler sur le podcast. Anyway, c'est stealth, là. Il n'y a rien de sorti, mais tu sais. Tu me diras et on va parler comme nouveau VC. Je suis curieux. Ouais, c'est ça.
Mais non, Oui. mais je pense que, tu sais, de baigner dans le monde du SaaS, ça highlight plusieurs problèmes que les SaaS y ont. Puis je suis comme, ah, man, je suis pas mal sûr qu'il y a un produit à faire You pour gotta ça. do it. Ouais, non, je suis C'est ça. 100% d'accord. Là. Fait Pour que, revenir à ça se passe comme business, je crois qu'on en a parlé un peu de quelques idées durant un souper, tu sais, donc ouais. je crois il y a le modèle classique, tu sais, tu une audience nichée qui est super parce qu'une audience nichée, ben, c'est comment vendre un produit ou service Mm. comme annonceur, tu as besoin d'avoir une niche, tu sais, donc Ouais, tu peux aller la route classique de commandite, tu sais, donc exact. je crois que c'est quand même tout à fait honorable de créer du revenu Ouais, à ce niveau-là et avoir de l'intérêt. Tu as déjà commencé un peu avec le côté événementiel ouais. qu'on a déjà discuté. Et je crois de là, par la suite, mais il y a plein d'autres idées qu'on pourrait whiteboard une journée, tu sais, parce que tu vraiment à l'intersection de parler à toutes les SaaS intéressants du Québec et Mm. voir un peu c'est quoi leurs défis, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme service, jouer un Exact. peu l'entremetteur ou carrément bâtir et ou investir. Tu sais. Donc, Mhm. peut-être aussi le métier d'investisseur serait intéressant pour toi, tu sais, lever un Peut-être. petit fonds Ouais. et couper des petits chèques dans les SaaS que tu viennes, Ouais. que tu promouvas sur SaaSpass. Là, c'est aussi un autre modèle d'affaires. Ouais. Je souris jusqu'aux oreilles là, pour ceux qui écoutent. Mais écoute, c'est ça. Mettons, long terme, il y a aussi un semblant de play qui se dessine par rapport à peut-être quelque chose au niveau de l'investissement. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai pas de certitude par rapport à où tout ça s'en va, mais j'ai du fun, man. Puis tu sais, je crée de la valeur, mon réseau s'augmente. Euh, je suis juste très privilégié, mettons, d'avoir que les gens m'aient accueilli dans Snipcart, qu'ensuite on a construit de quoi ensemble, qu'on ait fait un exit. C'est vraiment pas tous les business qui font des exits. Puis que là, je puisse avoir ce temps-là pour construire ça, man, c'est un fucking privilège. Puis tu sais, ça me donne des excuses aussi pour rebond, puis juste comme me reconnecter avec du monde comme toi. Fait que, anyway, très, très chanceux de pouvoir faire ça. Toi, Dude, ça fait 6 ans que tu roules un podcast, 6 plus. En tout cas, ça fait un bout. T'as-tu l'impression qu'il y a de quoi qui a changé spécifiquement dans le milieu du podcasting? Ben, je vais dire le plus grand changement, c'est juste la profondeur tu sais, du nombre de podcasts que tu trouves, tu sais. Donc Ouais, même moi, je suis ouais, comme un peu accro à tous les podcasts et là, tu sais, je trouve à être vraiment en dette de podcasts. Je regarde mon lecteur, tu sais, sur mon app et je dis: «Il y a aucune façon que je peux écouter tous ces podcasts intéressants» et à la base, je veux dire qu'il y avait quand même je veux dire l'industrie a quand même grandi beaucoup en 6 ans, tu sais? Je veux ouais, dire, j'étais juste un petit peu avant la grande vague, tu ouais, sais, exact. qui est arrivée et pour moi, c'est un peu naturel parce que je crois, c'est une expression que j'aime beaucoup, c'est que chaque, compagnie doit être une compagnie de médias, tu sais? Ouais, Donc, j'aime ça. si que ce soit n'importe tu sais, moi, je l'ai fait avec ma petite shitty consulting business, tu sais, donc j'avais une petite, branche média, tu sais, que je faisais Mm, pour essayer de parler un peu de ce qu'on de notre offre, et donc je crois que chaque entreprise doit, essayer de créer sa propre audience, là. mhm, Je crois que c'est nécessaire, tu sais, donc tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai été surpris à voir dans les dernières années, c'est juste cette non, nombre de podcasts super intéressants qui ont été lancés et vraiment cool pour l'écosystème. Et je crois que le côté monétisation est encore lent à venir, mais ça s'en vient. mm, Mais comme on vient de dire, moi, je ne le fais pas pour l'argent, je le fais vraiment pour exact. cette gain personnel et professionnel. Et en même temps, je vais dire, juste au niveau professionnel, même j'ai eu des gains que je pourrais même pas espérer. Tu sais, donc, retourner à ma nouvelle aventure d'amiral, mais j'ai connecté avec aujourd'hui mon partner, Frédéric Bastien. Lui, il avait une business qui s'appelait Nubo, OK. une compagnie intéressante dans le monde du IoT. Mais comment je l'ai connu? J'avais vu sa business, il venait de lever une série B. I'm like, hey Fred, veux-tu être, j'ai écrit sur LinkedIn, veux-tu être sur mon podcast? Ouais, Ça a l'air super intéressant. exact. Et on a juste connecté de même. Et par la suite, ça avait décroché un petit mandat ensemble. Elle dit, ah, qu'est-ce que vous faites chez PNR? I'm like, ah, peut-être on a un peu du besoin. On a fait un mandat ensemble. Nice. C'était un client et on a juste resté en contact. Et c'est ça qui m'a permis un peu de décrocher un peu ma nouvelle aventure, de partir un fonds avec lui. Tu sais. Donc, Mm, j'ai bénéficié beaucoup plus que j'aurais espéré, tu sais, que je l'avais absolument. lancé. Non, c'est un esti de bon exemple. Hum, Y a-tu des erreurs que t'as faites côté podcasting que tu penses que moi, je pourrais peut-être éviter? Oh boy, ouais, pour l'instant, je crois que tu les as toutes évitées parce que moi, au début, j'invite personne à aller écouter les premières émissions parce que c'était tellement mauvais en termes de juste qualité sonore et technique, tu sais. Donc, les erreurs que j'ai faites étaient vraiment plus au niveau, OK. j'allais dire, comme technique, tu sais. Donc, je crois qu'au niveau de juste ouverture et style d'entrevue, je crois que je me suis amélioré.
Mais c'est juste une question d'apprentissage et faire des répétitions. Donc, tu t'améliores à ce niveau-là. Donc, les erreurs d'entrevue, pour moi, c'est juste un rite de passage Ouais. là, que tu fais, mais le côté plus classique de genre, fuck, le côté technique devrait être mieux. Là. Ça allait être ça. Donc, je crois que c'est en termes d'erreurs. Là. Ouais. Écoute, on en a fait un fuck-up big time, 4e épisode qui était supposé sortir avec un de mes meilleurs amis. Il est actually sorti le 10 août avec Lucas Market Richardson. Tout le recording, il a fallu qu'on le scrap. Genre, on sonnait comme des robots gelés sur le pot. Ça marchait pas pantoute. Là. C'était un enfer. Ça m'est déjà arrivé. Là, j'avais une personne assez connue dans le monde et à la fin de l'entrevue, super interview, merci, poignée de main, on part et je rentre chez nous et 3 secondes de l'entrevue enregistrée. C'est décalé ça. Non. T'as-tu des conseils ou du feedback constructif pour moi par rapport au pod? N'importe quoi. Ben, j'écoute ton pod, man, donc je n'ai pas vraiment de côté constructif, je crois continu, là, Ok. comme j'ai dit, là, c'est essayer tu as quelque chose qui vraiment, je crois, de spécial qui peut croître, qui peut faire une plus grande marque là, sur l'industrie, donc juste de Thanks. continuer. J'aime ton approche ouverte, tu es très ouvert, tu es aussi un entrepreneur dans l'âme, donc tu as une certaine empathie avec la personne de l'autre côté, tu n'es pas un journaliste, c'est la chose que je dis aussi à mes invités, je ne suis pas un journaliste, je ne sais pas de te coincer dans des questions où pour moi, je suis juste curieux, je veux apprendre et je vois que tu fais un peu la même approche. Et je crois que le monde aime des conversations de longue durée, est-ce que tu peux apprendre, approfondir un sujet. Je crois que les personnes commencent à comprendre dans les médias l'espèce de snippet de 20 secondes. C'est comme des mauvais calories. Là, donc, tu ne vas pas vraiment apprendre grand-chose. Ben écoute, man, je veux juste te dire merci parce que de rencontrer des personnes comme toi qui faisaient justement soit des podcasts puis qui avaient une qualité dans comment ils construisaient des relations puis qui mettaient des personnes ensemble, ça m'a inspiré en Christ pour faire Ça se passe. C'est gratis pour le download et trop de hits savent même plus ce qu'est le pied danse. Mais si c'est dans le